Lorsqu'il y a près d'un demi-siècle, lorsque nous étudions dans l'enseignement secondaire le XVIe siècle dans nos régions, c'est-à-dire dans ce qu'on appelait les Pays-Bas, c'est-à-dire la Belgique, il était question d'une multitude de dates, de noms de gouvernants et de chefs militaires concernant l'histoire politique et l'histoire militaire, justement dit, de nos régions. À tel point que lorsque l'on ressortait des cours, on avait certes une tête bien pleine, comme aurait dit l'autre, mais je ne suis pas sûr qu'elle était bien faite. Pour autant, les cours d'histoire me passionnaient, mais je voudrais aujourd'hui insister sur l'intelligibilité des événements qui secouent nos provinces à cette époque et les replacer dans un chapitre plus général qui est celui de la monarchie absolue. Car en effet, la monarchie absolue, pour tout un chacun, est liée au règne de Louis XIV et d'une manière plus générale au XVIIe et au XVIIIe siècle français, alors que le modèle de ce type de régime se trouve en Castille et se trouve donc dans la monarchie espagnole du XVIe siècle et plus particulièrement de la deuxième moitié du XVIe siècle avec Philippe II. Que s'est-il passé donc au XVIe siècle? Et je vais d'abord aborder la question de l'absolutisme, et l'on va voir concrètement comment ce dernier s'est manifesté et pour quelles raisons, avant d'aborder les réactions qu'il a suscitées, se matérialisant par une révolte gigantesque, des troubles dans nos régions jusqu'à la fin du XVIe siècle. On nous citait de nombreux noms de gouvernants qui avaient dirigé les anciens Pays-Bas au XVIe siècle, à commencer par ces monarques, bien sûr, pour la première moitié du siècle, Charles Quint, et pour la seconde moitié du siècle, Philippe II, que je viens de citer, mais aussi tous les gouverneurs et gouvernantes généraux ou générales qui avaient dirigé au nom du prince, le prince dit naturel de nos régions, ces dits Pays-Bas. À savoir d'abord la tante de Charles Quint, Marguerite d'Autriche, puis sa sœur, Marie de Hongrie, puis alors venait une succession ininterrompue de gouverneurs ou de gouvernantes qui restaient peu de temps dans la région, étant donné la situation extrêmement difficile qu'ils devaient maîtriser. Parmi ceux-ci, d'abord la sœur de Philippe II, Marguerite de Parme, ensuite son chancelier,
Granvelle, qui était un franc-comtois, puis le duc d'Albe, puis, comment dirais-je, Requesens, puis Don Juan, et enfin Alexandre Farnèse. Il n'est pas question pour moi, quel qu'ait été important par ailleurs le rôle de chacun, qui avait leur personnalité propre, mais qui dépendait directement de Philippe II, de reprendre donc le détail de leurs actions. Je vous montrerai à la fin de ce cours un certain nombre de biographies auxquelles je vous renvoie. Le projet des Habsbourg, puisque Charles Quint appartenait à cette famille originaire d'Autriche, le projet des Habsbourg, donc de Charles Quint, puis de son fils Philippe II, était essentiellement, en ce qui concerne nos régions, un projet essentiellement fiscal. Il s'agissait de tirer de nos régions qui étaient très riches pour l'époque l'argent nécessaire pour mener une politique d'hégémonie européenne à l'époque. C'est ainsi qu'un certain nombre d'actions ont été menées par le pouvoir, et plus particulièrement contre la menace qui apparaît alors, menace politique, menace idéologique aussi, car l'idéologie soutient et permet de donner une cohérence et de légitimer une politique, à savoir la menace contre le protestantisme. Pour faire bref, parce que je vous ai dit je ne vais pas rentrer dans les détails des différentes politiques qui ont été mises au point, il faut retenir qu'à l'époque de la gouvernante, donc Marguerite de Parme, la sœur de Philippe II, à côté des 3 conseils collatéraux chargés depuis le début du siècle de gouverner les Pays-Bas, avait été mis en place un conseil secret présidé par le cardinal Granvelle, franc-comtois que j'ai déjà cité, et celui-ci avait ce qu'on appelait la consulta, et celui-ci avait été remplacé ensuite par le Conseil des troubles, qui est à l'origine de condamnation, de 8000 condamnations à mort de révoltés. Ensuite, à côté de la mise en place de ces conseils dirigés de Madrid par Philippe II, avec l'intermédiaire d'une part de Granvelle, puis du duc d'Albe, est levée une armée destinée à écraser l'hérésie et à établir l'absolutisme. C'est donc bien dans le chapitre de la monarchie absolue que cet épisode de l'histoire de Belgique, entre guillemets, doit être considéré. Donc vous l'avez bien compris, il y a une volonté de centraliser les institutions qui remontent donc à l'époque déjà des ducs de Bourgogne, de Philippe le Bon, de Charles le Téméraire, et puis il y avait eu un retrait de la duchesse Marie de Bourgogne, la fille de Charles le Téméraire, après la mort de son père en 1677. Elle meurt en 1477, elle meurt elle-même en 81, et son mari, Maximilien d'Autriche, qui deviendra empereur plus tard, son fils Philippe le Beau, maintiennent en tout cas le Grand Conseil
alors que les autres institutions avaient été contestées et donc supprimées lors du Grand Privilège. Et c'est ainsi qu'au début du XVIe siècle, Charles Quint avait poursuivi cette politique de centralisation en créant les 3 conseils collatéraux. Et puis alors, je vous ai expliqué ce qu'il en est devenu, les 3 conseils collatéraux, qui étaient un moyen aussi de neutraliser la grande noblesse, qui siégeait, dont certains représentants siégeaient au Conseil d'État, d'avoir à côté de ça un conseil privé et un conseil des finances. Finalement, c'était bien un conseil secret, la consulta, et puis en se radicalisant, le régime en était arrivé entre les mains, comment dirais-je, de la part du chef plutôt de Philippe II, à confier le pouvoir dans le cadre d'une dictature militaire au duc d'Albe. Tout cela afin donc d'écraser le protestantisme qui n'est pas seulement une menace sur le plan religieux, et c'est vrai que Philippe II est un monarque bigot, mais c'est aussi un monarque qui considère que sa personne royale, comment dirais-je, est essentielle au fonctionnement du système, et il prend d'ailleurs très très au sérieux sa charge. C'est un administrateur hors pair qui travaille jour et nuit dans son palais de l'Escurial, et d'ailleurs un de ses descendants, donc Louis XIV, poursuivra dans la même voie, étant lui aussi un infatigable travailleur. Maintenant, quelles ont été les conséquences de cette politique, tant sur le plan fiscal que sur le plan politique, militaire et religieux? Ça a été la création d'une alliance objective entre des groupes d'intérêts qui avaient des buts contradictoires. En effet, vous allez entendre, lorsque je vais vous parler de ces différents groupes, vous rendre compte qu'ils n'avaient pas grand-chose à voir entre eux. Du côté des dominants, on trouve donc contre Philippe II et ses gouverneurs généraux dans nos régions, d'une part la haute noblesse, qui n'accepte pas que le roi, qui dans nos régions d'ailleurs n'agit pas en tant que roi, il agit en tant que comte de Flandre, en tant que duc de Brabant, duc de Luxembourg, comte de Hainaut, etc., que donc le prince naturel rogne sur ses privilèges et n'accorde plus à la haute noblesse la place qui est la sienne dans la direction des affaires politiques. Je vous renvoie à ce que je disais à propos de la consulta qui supplante dans les faits les conseils collatéraux. Ensuite, il se met à dos également le haut clergé qui était lié d'ailleurs à la haute noblesse, puisqu'il était de tradition que les postes d'évêques et d'archevêques revenaient, j'allais dire presque naturellement, aux cadets des grandes familles de nos régions. Et alors que Philippe II décide, pour des raisons qui rentrent dans le cadre de sa politique absolutiste, et centralisatrice, décide qu'en 1559, la carte des évêchés des anciens Pays-Bas sera complètement revue. Effectivement, les évêchés qui existaient à cette époque-là remontaient au haut Moyen-Âge et ne correspondaient plus du tout, si je puis dire, à la géographie et à la démographie du XVIe siècle. Mais derrière cela, il y a bien entendu des intentions politiques évidentes. C'est que Philippe II souhaite, avec un nombre d'évêchés qui est nettement plus important que précédemment, pouvoir mieux maîtriser le territoire, tant sur le plan politique que dans la direction idéologique,
puisque les évêques ont la main haute sur les doyennés, sur les paroisses, et par conséquent sur les âmes de ces fidèles, puisque les curés jouent comme une caisse de résonance par rapport à la fidélité que l'on doit au roi, au régime politique et à l'organisation sociale. Donc il était essentiel pour Philippe II d'avoir le clergé, et plus particulièrement le haut clergé, sous sa botte. Il se fait d'ailleurs que Philippe II choisit non plus des nobles, mais choisit d'abord des bons théologiens. Il peut y avoir des nobles parmi ceux-ci, hein, c'est pas contradictoire, mais avant tout des bons théologiens, car lui-même est un fervent catholique, et que cela, évidemment, irrite la noblesse, qui voit donc des places qui lui étaient réservées auparavant lui passer sous le nez. D'autre part, il y a les privilégiés des villes qui se sentent lésés. Effectivement, toute une série de privilèges remontant au Moyen-Âge donnait aux notables des villes une autonomie qui n'était pas compatible, bien entendu, avec le pouvoir centralisé tel que l'imaginait et tel que voulait l'exercer Philippe II par l'intermédiaire donc de ses représentants dans nos régions. Donc, du côté des dominants, il se met à dos, je résume, la haute noblesse, le clergé, et plus particulièrement le haut clergé, et ensuite les privilégiés des villes. Maintenant, Philippe II se met à dos également des minorités actives, en particulier la petite noblesse qui est particulièrement aux abois, étant donné la montée du prix des denrées au XVIe siècle, et d'autre part, oui, la noblesse, si vous voulez, la petite noblesse a perdu beaucoup de ses revenus par rapport au XVe siècle, et ensuite, on trouve alors du côté des dominés, on trouve aussi les salariés de l'industrie rurale qui étaient nombreux, car on est déjà dans une époque dans nos régions, dans une phase de proto-industrialisation dans le domaine du textile par exemple, mais aussi les mendiants extrêmement nombreux à cette époque-là, et l'on voit l'intérêt que le pouvoir porte à la mendicité et au vagabondage par des édits publiés déjà à l'époque de Charles Quint, visant à interdire le vagabondage et la mendicité et à, comment dirais-je, compenser ces mesures, mais dans un but de maîtriser et d'identifier ces vagabonds et ces mendiants. Donc des secours sont prévus pour ceux-ci. Mais l'objectif, de nouveau, il est essentiellement politique, hein. Il ne s'agit pas d'un objectif social, entendons-nous bien. À cette époque, l'État n'est pas un État-providence comme il a pu l'être pendant une bonne trentaine d'années, et il est encore aujourd'hui, en grande partie, en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à cette époque-là, lorsque il y a de l'aide organisée par l'État, c'est dans un souci de canaliser, de vérifier, d'identifier les personnes qui pourraient, comment dirais-je, susciter des troubles. Or, c'est bien ce qui va se produire. Les mendiants vont se joindre, je dirais de manière virulente, dans leur combat violent avec les insurgés. Voilà donc pour la politique absolutiste de Philippe II. J'espère qu'on aura donc bien compris que d'une part, il y a un projet, qui est d'abord un projet fiscal lié à la politique extérieure de Charles Quint,
il y a ensuite une menace intérieure qu'est le protestantisme, mais qui n'est pas propre aux anciens Pays-Bas, puisque Charles Quint se trouve face à l'origine du problème, hein, qui se situe dans l'Empire. Souvenez-vous, Luther, 1517, affichage des 95 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg, début de la Réforme, et donc les Pays-Bas vont très rapidement, hein, être concernés par le protestantisme. Voilà. Alors maintenant, je vous propose d'étudier maintenant, de comprendre la suite des événements et de voir, d'analyser la succession des actions et réactions qui vont être menées entre le pouvoir d'une part et d'autre part les insurgés, ceux qui se révoltent contre les mesures de Philippe II via ses gouverneurs ou gouvernantes généraux ou générales dans nos régions. En fait, il y a deux phases dans l'histoire de la deuxième moitié du XVIe siècle dans nos régions, donc en Belgique en gros, même si cela exclut la principauté de Liège. Une première phase qui est celui du soulèvement des Pays-Bas contre l'Espagne, et puis dans un second temps, à partir de 1585, la guerre des Provinces-Unies contre l'Espagne. Il faut distinguer ces deux périodes parce que dans un premier temps, l'ensemble des Pays-Bas qui couvre donc ce qui correspond aujourd'hui en gros, hein, à part quelques territoires, principauté de Liège, principauté de Stavelot-Malmedy par exemple, au duché de Bouillon, des territoires qui comment dirais-je, dépendent directement de leur prince naturel, Philippe II, ce qui comprend également tout le nord de la France, hein, l'Artois, la Flandre gallicante, l'ensemble du Hainaut par exemple, ce qui correspond aussi au Grand-Duché de Luxembourg aujourd'hui, plus alors ce que l'on appelle aujourd'hui le Royaume des Pays-Bas. Donc c'est un territoire, hein, qui regroupe 17 provinces, même si en calculant vous allez voir qu'il n'y en a pas tout à fait 17, mais enfin ça ce n'est pas le sujet ici. Et donc dans un premier temps, donc, il y a un soulèvement donc, contre l'Espagne de l'ensemble des Pays-Bas, même si certaines régions sont plus concernées que d'autres, hein, et motivées que d'autres. Et puis dans un second temps, donc, la guerre, une fois qu'à partir de 1585, donc au lendemain de l'assassinat de Guillaume Taciturne, hein, qui est assassiné en 1584, à partir du moment où les Provinces-Unies deviennent de fait indépendantes, même si elles ne seront reconnues juridiquement, hein, qu'au traité de Münster en 1648, donc lors de la paix de Westphalie. Voilà. Alors, quels sont ces événements ? Dans quel ordre se sont-ils passés? Je ne vais ici en aucun cas vous assommer de dates et vous faire revivre ce que moi-même j'ai vécu dans l'enseignement secondaire, hein, qui m'a fixé d'ailleurs des points de repère qui ne sont pas inutiles, parce que je suis devenu historien par la suite. Mais enfin, je veux dire, pour le grand public, je crois qu'il ne faut pas s'étendre sur tout cela. Tout cela se passe donc pendant une cinquantaine d'années, si je puis dire, même moins, une bonne quarantaine d'années, et donc vous risquez de télescoper certaines dates, d'autant plus qu'elles se succèdent très très rapidement. Une première période qui est celle donc de la répression, hein, du pouvoir espagnol, puisque l'armée espagnole est sur place, ce qui va entraîner une résistance calviniste, hein, qui va entraîner donc une véritable révolte, cette résistance. Il faut savoir en fait que dans nos régions, les premiers à être exécutés, condamnés à mort, ce sont des luthériens, à partir de 1524, si mes souvenirs sont bons. Donc très très rapidement, après, je dirais, la naissance de la Réforme 7 ans plus tôt. Toutefois,
les Luthériens ne vont jamais avoir un rôle très important dans la révolte de nos régions, car même s'il y a un moment donné, il y a une proportion relativement importante de luthériens en Anvers, plus particulièrement, mais en fait, la révolte va être portée par les anabaptistes et surtout par les calvinistes. Les anabaptistes seront particulièrement persécutés et les calvinistes, eux, vont jouer vraiment un rôle très très important dans la révolte, parce que les calvinistes vont avoir comme, je dirais, comme convertis essentiellement des petites gens. Donc, répression, en particulier à l'époque du duc d'Albe, contre les calvinistes. Ceci conduit à une révolte et à un moment donné, la situation ne devient plus tenable du tout et c'est ainsi que les États généraux. Les États généraux, c'était une institution qui existait depuis le bas Moyen-Âge, en France également, et qui réunissait à l'échelle de nos régions, des anciens Pays-Bas, les représentants des différents duchés et comtés par ordre, donc la noblesse, le clergé, la noblesse et le tiers-état. C'est un organe représentatif, mais en aucun cas démocratique. Bien entendu, c'est un organe représentatif des notables du pays, des élites du pays. Mais ces États généraux, qui n'auront jamais de volonté guerrière, entendons-nous bien, ce sont des gens qui sont naturellement, comment dirais-je, portés vers le pouvoir, eh bien ils décident malgré tout de lever une armée contre les Espagnols et de mettre fin aux persécutions contre les protestants. C'est ce que l'on appelle la pacification de Gand. Mais les calvinistes vont réagir, ils considèrent qu'au fond, cette mesure, loin de les calmer, mais va provoquer, ou plutôt les encourage plus exactement à poursuivre leurs exactions. Parmi ceci, mais ça remonte déjà plus tôt, hein, il y a comment dirais-je, les iconoclastes. Les iconoclastes, en fait, ce sont des petites gens, hein, d'une manière générale, hein, ce sont des anabaptistes et ce sont des calvinistes, en fait. Hein. Eh bien, les calvinistes sont de plus en plus intolérants, donc on se trouve dans une situation où à l'intolérance catholique répond l'intolérance calviniste, donc on ne peut pas avoir une vision manichéenne comme on aurait tendance à le faire avec des bons et des méchants. C'est une époque où l'intolérance est la règle. À cette époque-là, évidemment, cette intolérance calviniste va entraîner une riposte réactionnaire en 1579, et c'est ainsi que comment dirais-je, cette unité face au pouvoir espagnol qu'avait rassemblé, si je puis dire, qui avait été formé par les États généraux, s'effondre. Et c'est ainsi donc qu'en 1579, les provinces du sud de la Belgique décident de former la Confédération d'Arras. La Confédération d'Arras qui regroupe au fond des provinces catholiques, celles qui avaient été le moins touchées par le protestantisme et qui souhaitaient revenir à l'ordre naturel et donc revenir à ce régime naturel dirigé donc par Philippe II. Parmi ces provinces, dans ces provinces, on trouve d'une part la Flandre gallicante, on trouve l'Artois, bien sûr, c'est pas pour rien que l'on parle de la Confédération d'Arras, et l'on trouve également le Hainaut. Et 3 semaines plus tard, une
confédération est créée, c'est l'union d'Utrecht par les protestants des provinces du nord du pays. À partir de ce moment-là, on est vraiment dans une situation, j'allais dire inextricable, ou en tout cas, il y a deux camps, cette fois-ci, à l'intérieur même des Pays-Bas, et c'est le début de la division des Pays-Bas qui va conduire à terme à la création de deux États. Au nord des Pays-Bas, la création des provinces unies, qui est donc une fédération de provinces, comme son nom l'indique, de républiques, et dans le sud du pays, des anciens Pays-Bas, un territoire qui, lui, n'est pas indépendant, l'inverse du Nord, de fait, hein, je veux dire, mais qui va rester sous la tutelle, sous la domination encore jusqu'à la fin du XVIIe siècle des Espagnols, puis au XVIIIe siècle sous la domination, entre guillemets, mais je crois que le terme domination ne convient pas vraiment, des Autrichiens, donc des Habsbourg, mais cette fois-ci des Habsbourg d'Autriche et non plus des Habsbourg d'Espagne. Tout ça à la suite de la guerre de succession d'Espagne et du traité d'Utrecht de 1713. Et puis il y aura la conquête française, comme vous savez, la création des départements à l'époque de la Révolution française et sous l'Empire napoléonien, et enfin, en 1517, excusez-moi, je suis vraiment fatigué, en 1815, au moment du traité de Vienne, la Belgique, ainsi que ce qui va devenir le Grand-Duché de Luxembourg, sont réunis donc aux Provinces-Unies et vont former ce royaume des Pays-Bas, hein, cette union sera de courte durée puisque après 15 ans, la Belgique, à la suite d'une révolution nationale, se sépare donc des Pays-Bas et devient indépendant. Voilà, donc division du pays de ces deux territoires qui s'esquissent en tout cas très nettement à la fin du XVIIe siècle. Ceci va être matérialisé d'une part par une immigration extrêmement importante des protestants vers les provinces du Nord, une proportion importante de la ville d'Anvers, qui était quand même la métropole, si vous voulez, de nos régions, vers Amsterdam en particulier. C'est ainsi qu'on va avoir de nombreux, comment dirais-je, flamands qui vont se retrouver donc marchands à Amsterdam dans la première moitié du XVIIe siècle. Je ne vais pas pousser un cocorico en vous renvoyant également, comment dirais-je, à la création de New York. Je ne sais pas si tout le monde le sait ici, mais avant de s'appeler New York, la ville s'est d'abord appelée la Nouvelle Anvers, avant de s'appeler ensuite la Nouvelle Amsterdam. Donc, je ne veux pas ici, vous savez, parce que à l'école primaire, on apprenait certaines choses comme ça, dans les vieux manuels scolaires, hein, pour essayer de faire naître un sentiment patriotique chez les Belges. Et ben, ça faisait partie des éléments qui étaient mis en évidence par les instituteurs, puis les professeurs dans l'enseignement secondaire. Je crois que le phénomène devait être beaucoup plus prononcé à l'époque de mes grands-parents et de mes parents, mais on utilisait encore, à l'école primaire en tout cas, des manuels qui remontaient d'avant la Deuxième Guerre mondiale et parfois qui remontaient même encore plus haut, pour tout vous dire. Donc, division des Pays-Bas en deux. Premier phénomène, c'est l'immigration massive des protestants vers le nord. Donc ça veut dire que dans le sud, il n'y aura presque plus de protestants, presque plus de protestants.
Et il se fait que sur le plan idéologique, la contre-réforme qui est mise en place à partir de la fin du Concile de Trente, donc au milieu des années 1560, la contre-réforme va donc s'imposer dans le sud de nos régions en radicalisant le catholicisme, en reprenant en main les populations. De nombreuses vocations vont naître à ce moment-là, de nombreux ordres religieux vont s'installer dans nos régions et vont s'occuper d'un secteur qui permet de diffuser les idées de la contre-réforme et l'idéologie de l'Église, à savoir les Augustins et surtout les Jésuites. Donc, la contre-réforme, par le biais de ces établissements d'enseignement secondaire et même supérieur, parce que dans la deuxième moitié du XVIe siècle, l'université de Douai va être créée dans le nord de la France, comment dirais-je, complétant ainsi le système universitaire qui existait à l'époque et qui était représenté au fond uniquement par l'université de Louvain, créée en 1425. Eh bien, donc l'université de Douai est une université du nord de la France, enfin de ce qui va devenir la France. Ce n'est pas encore la France à cette époque-là, hein, c'est toujours les anciens Pays-Bas. L'université de Douai va diffuser également comment dirais-je, les valeurs chrétiennes et catholiques surtout de la contre-réforme. Dans le domaine de l'architecture, puisque une grande partie de la population était analphabète, dans le domaine de l'architecture, une forme d'art va s'imposer, une forme d'art tout à fait théâtrale. Il s'agit de l'art baroque. Dans la construction des églises, dans la décoration intérieure de celles-ci, peinture, stucs divers, tout cela ayant pour objectif l'édification des fidèles et avec pour objectif de raconter l'histoire sainte à des gens qui, au fond, ne lisent pas. Enfin, dans le domaine militaire, avec une conséquence économique très importante, il va y avoir un conflit qui va s'éterniser, même s'il y a une trêve qui est établie entre le sud et le nord entre 1609 et 1621, c'est ce qu'on appelle la trêve de 12 ans, mais les régions qui se trouvent en bordure, je dirais, des Provinces-Unies vont être régulièrement dévastées par les armées du Nord, et c'est ce qui explique, c'est un des éléments qui peut expliquer que des populations qui s'étaient révoltées tant au nord qu'au sud contre la centralisation, contre la militarisation de la société, contre cette dictature militaire imposée par Philippe II, en particulier à l'époque du duc d'Albe, eh bien, et souder finalement les gens du Sud, parce que finalement, ce sont les armées des Provinces-Unies qui dévastent nos régions, même si elles ne visent pas nos régions en tant que telles, elles visent avant tout les sources d'approvisionnement de l'armée espagnole, mais il n'en demeure pas moins que ce sont nos régions, celles du Nord, ce qu'on va appeler plus tard la Belgique, qui sont dévastées. Il y a d'ailleurs toute une série de territoires qui vont être conquis et annexés par les Provinces-Unies, le Brabant septentrional, là, ce qu'on va appeler les provinces des généralités, c'est-à-dire des provinces qui n'ont pas d'autonomie en tant que telles, mais qui sont dirigées directement par les États généraux, Generalstaaten, de La Haye. Et alors, je vous ai dit, drame sur le plan économique, parce que l'ESCO va être fermé, ce qui conduit évidemment à un désastre total pour nos régions,
puisque Anvers était le poumon véritablement où entraient et sortaient les marchandises, une grande partie des produits qui arrivaient dans nos régions ou qui en repartaient. Voilà. Épilogue maintenant, donc en 1598, Philippe II, peu de temps avant son décès, promulgue un acte qui fait des territoires qui sont encore sous sa main, à savoir donc les anciens Pays-Bas en dessous, au sud des Provinces-Unies. Il confie ces territoires à sa fille Isabelle, qui s'est mariée avec un archiduc d'Autriche, donc un neveu de Philippe II, avec, comment dirais-je, sur le plan symbolique, l'objectif était là, de montrer aux populations de nos régions que nos régions bénéficiaient d'un statut d'autonomie relative, en tout cas pour les affaires intérieures, pas pour évidemment les affaires de défense et les affaires étrangères, puisque ces secteurs-là étaient étroitement liés à la politique de Madrid, bien sûr. Comment dirais-je, ce gouvernement va tenir jusqu'à la mort d'Albert en 1621. Il était prévu initialement que donc lorsque Albert décéderait, eh bien Isabelle deviendrait ou redeviendrait gouvernante générale de nos provinces, ce qui va être le cas jusqu'en 1633, mais que, au fond, les Pays-Bas retombaient sous la coupe de Madrid. Je vous ai déjà parlé de la trêve de 12 ans, qui est une reconnaissance de fait des, entre guillemets, rebelles du Nord, puisque Madrid passe un traité avec des gens qu'officiellement elle ne reconnaît pas. En 1632 et dans les années suivantes, la guerre va reprendre et cela conduit, je l'ai déjà dit il y a quelques minutes, au traité de Münster en 1648, qui va entériner, je dirais, sur le plan économique, cette situation dramatique pour nos régions, une crise économique totale des Pays-Bas du Sud, puisque l'Escaut va être fermé. Il faudra attendre la deuxième moitié du XIXe siècle pour que le péage sur l'Escaut soit racheté. Il y aura des tentatives au XVIIIe siècle pour créer une compagnie d'Ostende, mais suite aux pressions internationales, celle-ci n'a pas pu tenir longtemps. Voilà. Donc, en conclusion de cet exposé, il faut bien l'inclure dans le chapitre de la monarchie absolue, et ne pas considérer que la monarchie absolue est une affaire d'abord française. Non, c'est l'Espagne qui a plutôt approfondi, je n'ai pas dit initié, je dis approfondi de manière sensible ce régime, ce type de gouvernement, parce que dans la deuxième moitié du XVIe siècle, la France est en pleine guerre de religion et on ne peut pas dire que la monarchie, que les règnes successifs des trois fils de Henri III et de Catherine de Médicis, à savoir François II, Charles IX et Henri III, étaient particulièrement révélateur de ce que on pourrait appeler de ce qu'est la monarchie absolue. Et c'est seulement un travail de reconstruction qui va se faire en France à partir de 1589 avec Henri IV, comme vous le savez, qui va devoir trouver un compromis entre les protestants et les catholiques. C'est en 1598 la promulgation de l'édit de Nantes, et c'est dans la première moitié du XVIIe siècle seulement que, à ce moment-là,
l'on peut parler vraiment de monarchie absolue, avec Louis XIII et surtout avec Richelieu, qui va, comment dirais-je, avoir pour successeurs Mazarin et Louis XIV, mais avec cette grande fracture au milieu du siècle qui est la Fronde, où là aussi, un petit peu comme les rebelles de nos régions dans la deuxième moitié du XVIe siècle vont réagir par la fronde des parlementaires, la fronde des princes et la fronde des parlementaires. Et là aussi, on va basculer d'un monde féodal à un monde au fond de type moyen médiéval, à un monde où c'est l'État moderne qui va dominer. Donc au fond, l'objectif de Philippe II a été de créer un État centralisé et d'être à l'origine de l'État moderne dans nos régions. C'est bien ça, mais un État moderne avec des méthodes tellement violentes, mais État n'est pas synonyme, comment dirais-je, de démocratie, entendons-nous bien. Quand je dis l'État moderne est né dans la douleur, qu'il s'agisse de nos régions ou de la France. Il est né dans la douleur, sous des poignes de fer, et il ne faudrait pas par conséquent, considérer que ce fut un progrès immense, bien entendu, par rapport au monde de toutes ces catégories sociales qui étaient privilégiées, l'uniformité, un petit peu comme dans la Grèce antique, ou comment dirais-je, avec la tyrannie au VIe siècle avant notre ère, eh bien, a permis, ces régimes dictatoriaux ont permis l'émergence à terme de la démocratie. Voilà. Donc je replace, vous voyez, tout ceci dans l'histoire de la très longue durée, puisque je viens de faire état ici de l'histoire grecque. Alors il ne faudrait pas avoir une vision anachronique des choses. Les conditions sont évidemment tout à fait différentes. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est vrai que la démocratie à Athènes et dans plusieurs des cités grecques, la démocratie est née après tous ces régimes tyranniques qui s'étaient installés au XVIe siècle. Et c'est vrai que pour arriver à la démocratie, il y a eu des étapes liées certainement à la nécessité historique qui ont fait qu'on a dû passer pour pouvoir réduire les privilèges par des phases violentes. C'est le cas aussi de la Révolution française. Tout ça ne s'est pas fait sans casse et sans beaucoup de morts d'ailleurs. Je ne justifie nullement d'ailleurs tout cela, étant donné mes convictions politiques, je suis tout sauf un jacobin à titre personnel. Voilà. Je vous montre maintenant quelques livres. L'histoire de Belgique de Pirenne qui reste incontournable. J'ai encore une vieille édition. J'ai trois éditions de Pirenne chez moi. Voilà. L'histoire de Belgique de Pirenne, le grand médiéviste professeur à l'université de Gand, qui est mort dans le milieu des années 1930. Alors le tome 4, excusez-moi, je vais d'abord vous montrer le tome 3, de la mort de Charles le Téméraire à l'arrivée du duc d'Albe dans les Pays-Bas en 1567. Voilà. Alors si je vous montre Pirenne, qui est un ouvrage qui date d'avant-guerre, et dont les premiers volumes datent même, je dirais, d'avant la Première Guerre mondiale, pour les tout premiers volumes, c'est essentiellement parce que cet ouvrage reste quand même un monument dans l'historiographie belge. Alors le tome 4, ensuite, la révolution politique et religieuse, le règne d'Albert et Isabelle, puis le régime espagnol jusqu'à la paix de Münster en 1648. Alors, de Jean Stengers, qui fut mon professeur à l'université de Bruxelles, Histoire du sentiment national en Belgique, des origines à 1918, tome 1, Les racines de la Belgique, aux éditions Racine, justement. Voilà. C'était d'ailleurs l'objet de sa thèse de doctorat.
Le second volume a été rédigé avec sa collaboratrice Eliane Guba, mais porte essentiellement sur l'époque contemporaine. Alors, un ouvrage de Vermasseren, l'historiographie néerlandaise catholique au XVIe et XVIIe siècle concernant la révolte. Donc en néerlandais, de katholieke Nederlandse geschiedschrijving. Alors, in de 6e, 16e en 17e eeuw over de opstand. Alors, c'est chez Dijkstra. C'est une réédition en fait d'un ouvrage qui a apparu pour la première fois en 1941. Si je ne me trompe. Ouais. Alors, de Michel Dierix, l'érection des nouveaux diocèses aux Pays-Bas, donc en 1559. Alors, de Léon Alka, la réforme en Belgique sous Charles Quint, la renaissance du livre. Les Pays-Bas espagnols et les États du Saint-Empire, 1559-1579, priorité et enjeux de la diplomatie en période de trouble. Ça concerne vraiment notre sujet, comme le montre la table des matières. En particulier la troisième partie, donc qui fait 150 pages, la révolte des Pays-Bas au miroir des correspondances diplomatiques. C'était publié par les éditions de l'Université de Bruxelles. C'était sa thèse de doctorat d'ailleurs, donc de Monique Weiss, qui est chercheur au Fonds national de la recherche scientifique en Belgique. Les comtes d'Egmont et de Horn, victimes de la répression politique aux Pays-Bas espagnols, de Gustave Janssens, publié par Historia Bruxellae. Voici. Oui, je ne vous ai pas parlé des contes, je ne sais pas, peut-être que j'en ai tellement entendu parler à l'école primaire et à l'école secondaire que, voilà, c'est pas que je les nie, comme on dirait aujourd'hui, mais enfin bon. Les comtes d'Egmont et de Horn ont été décapités sur ordre du duc d'Albe, sur la grande place de Bruxelles. Leur statue, d'ailleurs dans la deuxième moitié du XIXe siècle, deux statues les représentant se trouvaient à l'endroit même où ils avaient été décapités, et puis elle a été déplacée dans le parc du Petit Sablon, devant le palais d'Egmont, justement. Voilà, ils ont été décapités, je crois que c'est en 1566, je vous dis ça de mémoire. Voilà, et enfin de Geoffrey Parker, 10 études qui couvrent la période 1559-1659, Spain and the Netherlands, donc c'est-à-dire l'Espagne et les Pays-Bas, 10 studies. Alors c'est chez Fontana Collins. Alors, des biographies, maintenant, je vous avais dit qu'il y aurait des biographies sur Charles Quint, Charles Quint, de Pierre Chaunu et de Michel Escamilla chez Fayard. Charles Quint, prince des Pays-Bas de Guylaine de Baume, collection Notre Passé, Renaissance du livre. Alors, Charles Quint, présenté par Salvador
de Madariaga dans la collection Le Mémorial des siècles, établie par Gérard Walter. Alors, c'est une collection où sont publiés des documents sur le personnage ou les vêtements présentés. Donc, de ce point de vue-là, je crois que ça peut être utile pour des professeurs d'enseignement secondaire. Alors, de Guylaine de Baume, Les voyages de Charles Quint, Office de publicité, Bruxelles. Alors, sur la sœur de Charles Quint, qui était gouvernante de nos régions, elle avait été mariée à Louis, le dernier roi de Hongrie, qui est mort à la bataille de Mohacs en 1526, sous l'épée des Turcs ottomans. Donc Marie de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas, donc de Guylaine de Baume, toujours dans la collection Notre Passé. Oui, j'aurais pu les mettre évidemment dans le bon ordre, hein, sur le plan chronologique, il faut m'excuser. Alors Marguerite d'Autriche qui vient avant, donc j'aurais dû vous la présenter juste avant l'ouvrage sur Marie de Hongrie. Alors Marguerite d'Autriche, qui était donc la sœur de Philippe le Beau, par conséquent, qui était donc la tante de Charles Quint, qui fut gouvernante des Pays-Bas, pendant les premières années du règne de Charles Quint, la renaissance du livre. Toujours par Guylaine de Baume, qui était conservatrice à la Bibliothèque royale. Sur Philippe II, la biographie d'Ivan Cloula, chez Fayard. C'est l'occasion d'avoir chaque fois un portrait du souverain, comme pour Charles Quint. Alors, Alexandre Farnèse, qui était le fils de Marguerite de Parme, et qui était gouverneur des Pays-Bas, et qui fut un grand général, puisqu'il est parvenu à reconquérir les territoires sur les Provinces-Unies, Alexandre Farnèse, et les origines de la Belgique moderne, 1545-1592, par Léon Van der Essen, qui a publié par ailleurs... je crois que c'est 5 volumes, sauf erreur de ma part, sur Alexandre Farnèse. Donc c'était à l'office de publicité. Et enfin, dit Yves Cazot, Guillaume le Taciturne aux éditions Albin Michel. Je vous ai dit qu'il a été assassiné en 1584. J'ai dit.